Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'hôpital Necker comme toutes les semaines. Alors nous ne sommes pas à l'espace Plain-Ciel comme nous le sommes d'habitude puisque comme vous le savez sûrement l'espace Plain-Ciel est en travaux, on construit un nouveau studio tout beau tout neuf. Donc en attendant on est dans ce studio éphémère et j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Rogue aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc Sébastien Rogue, pour ceux qui ne le connaissent pas, vient de gagner la Transat Jacques Vabre à la voile avec ton partenaire s'appelle Mathieu Souben. Mathieu Souben. Alors nous allons commencer par un petit jeu que je fais faire toutes les semaines. Il s'agit de la minute pour parler de soi. Tu as 1 minute, montre en main, pour nous dire ce que tu veux sur toi. Attention, c'est parti. Alors, plus que de parler de moi, j'avais envie de vous parler peut-être de mon moteur, de ce qui me permet d'être, de faire ce que je fais et ce qui m'anime tous les jours. Et vous verrez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, ça s'appelle le rêve. En fait, moi, j'ai la chance d'être navigateur professionnel depuis une quinzaine d'années. Et ce qui m'a amené à faire de cette passion mon métier est tout simplement un rêve d'enfant. Quand j'étais petit, je rêvais d'océan, je rêvais d'aventure. J'ai grandi avec les posters des plus grands marins dans ma chambre. Et en fait, on se rend compte que tout part d'un rêve. Et que ce rêve, on n'a pas le droit de le cacher en soi. On a tous une part d'enfant en nous, quel que soit l'âge que l'on a. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont écouté mon rêve et qui ont choisi de m'accompagner pour arriver jusqu'à lui. Et je trouve qu'aujourd'hui, on doit encore plus rêver. On est dans une période où on doit rêver. Le rêve, c'est voyager gratuitement. Il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire de niveau. On rêve sur son canapé, on rêve dans le métro. On rêve partout, alors allez-y, rêvez à fond. Magnifique, très belle minute. Oui, c'est rare que les invités soient si à l'aise dès le départ sur cet exercice. Alors, le rêve de l'enfant dont tu parles, il a commencé à Paris déjà ou parce que je crois savoir que tu es né à Paris, il me semble. Exactement, je vois que l'enquête a été faite. Ouais, un petit peu. Je suis né à Paris, mes parents habitaient là et mais je crois que je ne suis pas resté longtemps, j'ai dû rester jusqu'à l'âge de mes 2 ans. D'accord. On a un papa qui travaillait et qui déménageait beaucoup pour son travail, donc on suivait. Et de Paris, je suis parti après en Alsace. Là où j'ai fait pour la première fois du bateau. Et non, je n'ai pas fait la première fois du bateau sur les vagues de l'Atlantique, mais sur les vaguelettes du lac de Réningue, à côté de Mulhouse. Et voilà, et donc c'était toute cette première partie de ma vie où la famille suivait le daron pour suivre son travail. Voilà. Mais ça a été tout de suite un coup de cœur pour la voile sur ce Alors, lac, ou... pas tout de suite, c'est-à-dire que alors moi, mon père, en plus de travailler et de pas mal bouger, a aussi fait, avant qu'on naisse, 3 fois les Jeux Olympiques. Il était le capitaine de l'équipe de France d'hockey sur gazon. Donc on a toujours été élevé dans une culture sportive. On n'avait pas le droit de faire de sport dans la famille. Et comme tout le monde, je me suis essayé au foot, mais ça ne m'a pas beaucoup plu. Et mes parents m'ont mis à la voile. Alors, si je pense 30 ans après, s'ils savaient que j'allais traverser l'Atlantique en solitaire dans tous les sens, peut-être qu'ils m'auraient mis au tennis ou à un autre sport. Mais au final, la voile m'a plu pour plusieurs choses. C'est que alors quand on est petit, on ne comprend pas ça, on le comprend plus tard, mais il y a une notion très sympa avec l'objet, le bateau, et aussi une notion qui est beaucoup plus incontrôlable, qui est la relation avec la nature, avec le vent, avec la mer, qui sont des éléments indomptables, avec lesquels par contre il faut composer. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, eh bien, je suis un peu tombé amoureux des deux, et de la machine technologique, et de la
comment dirais-je, de cette vie en adéquation avec la nature. D'accord. Est-ce qu'on peut faire déjà un petit bond dans le temps en parlant déjà de cette Transat Jacques Vabre? Alors j'ai cru lire, comprendre que tu avais changé plusieurs fois de type d'embarcation, enfin de type de bateau dans ta vie, dans ta carrière. En tout cas, c'est ce que j'ai cru lire. Et pour passer de multicoque au monocoque Ouais, en fait, dans la voile, on commence bien évidemment jamais avec les gros bateaux. En fait, on commence petit et au fur et à mesure du temps, on grandit. Si ça fonctionne bien, on arrive à changer de bateau, à changer de catégorie, à accéder à différentes courses. Et moi, j'ai commencé vraiment la voile, on va dire, en laser. Ce fameux dériveur qu'on peut voir quasiment sur toutes les plages françaises. Il s'avère que le laser est aussi une série olympique. À cette époque-là, je voulais faire un peu comme papa. Sauf que vraiment à cette époque-là où je m'étais vraiment mis dedans en termes sportifs, j'avais 16-17 ans. Je me faisais déjà battre par des jeunes encore plus jeunes que moi. Et dans une série olympique, si vous n'êtes pas dans l'excellence tout de suite, les places sont tellement chères que le rêve olympique n'est pas possible. Ça, je l'ai compris assez vite. Alors, certes, surtout, je pense que j'étais aussi un petit peu moins rigoureux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, je me laissais un petit peu plus vivre que d'autres qui déjà étaient peut-être plus ancrés sur ces objectifs-là. Et le laser, c'est pour une seule personne dessus? Ouais, le laser, c'est une seule personne. Alors, on faisait les championnats de France, on faisait des étapes de la Coupe d'Europe, on faisait tout un tas de régates où j'ai appris vraiment la régate au contact. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir en me disant, voilà, ok, les JO, j'y arriverai jamais. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi et peut-être même je ne suis pas fait pour ça, donc c'est pas non plus une catastrophe. Mais comment je vais réussir à allier ma passion, mon rêve? Et alors au départ, ça n'a vraiment pas été un métier, on me dit voilà, j'ai envie d'en vivre. Je me suis juste dit, ton rêve, c'est de traverser l'Atlantique en solitaire, sans aucune stratégie de carrière ou juste déjà le fait de réussir à accéder à mon rêve. Et quand on a envie de traverser l'Atlantique en voile, il y a une régate qui s'appelle la Mini Transat, qui est vraiment la première étape à tout. On l'appelle le bac de la voile, c'est-à-dire passe ta Mini, et si tu aimes encore la voile après la Mini Transat, c'est que tu es peut-être fait pour ce métier, parce que la Mini, c'est un bateau qui fait 6,50 m de long. Alors Mini Transat, c'est non pas parce que la Transat est toute petite, c'est au contraire, c'était une des plus longues qu'on a faites, de La Rochelle à Salvador des Bahia. C'est juste le bateau qui est minuscule, il fait 6,50 m, et il est dépourvu de communication, c'est-à-dire que même pour le geste, on donne notre téléphone portable au départ de la course, on le récupère pour ceux qui ont la chance d'y arriver au Brésil, et si tu t'arrêtes entre les deux, tu mets bien 3 semaines à récupérer ton portable. Donc tu peux te retrouver un petit peu en galère. Et voilà, et j'ai monté ce projet. Et j'ai dit à mes parents, moi j'arrête l'école, mon rêve c'est la Mini Transat, j'ai envie d'y aller, accompagnez-moi et aidez-moi comme vous pouvez pour y arriver. Et ils m'ont dit en gros, ok. Tu avais quel âge à cette époque-là? À cette époque-là, j'avais 19 ans. D'accord. J'avais 19 ans, ils m'ont dit ok, mais on veut juste un truc, c'est que t'aies ton bac. C'est ça, c'est le bac du marin. J'ai essayé de le vendre comme ça, mais ça n'a pas marché. Donc je me suis dirigé vers des études professionnelles de commerce après la 3e, à La Rochelle. Donc à cette époque-là, je partageais ma vie entre 3 choses. La voile évidemment, et je vais vous raconter comment j'ai acquis mon premier bateau. Mon métier, parce que quand on est en alternance, on travaille, donc j'étais vendeur gros électroménager chez Carrefour. Alors je suis vraiment calé par contre en sèche-linge, lave-linge, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et une semaine d'école par mois. Et au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai peut-être oublié, mais ça devait être mal noté sur mon agenda, quelques journées d'école. Parce que l'appel du large était important, que j'ai réussi à l'époque à trouver un banquier assez fou pour me prêter de l'argent pour acheter mon premier Mini 650. Je n'avais pas encore de partenaire, j'avais juste un rêve. Voilà, j'étais perfusé par mon rêve et rien ne pouvait m'empêcher d'y arriver. Mais alors, qu'est-ce qui attire un jeune homme de 19 ans? Est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est l'aventure, le fait d'être seul sur un bateau au milieu de l'océan? Alors, moi, clairement, ce qui m'a attiré, c'est la performance. C'est-à-dire que quand j'ai compris, par contre, assez jeune, quelles étaient
les choses à faire pour gagner une course. Ça ne se passe pas au moment de la ligne de départ, ça se passe bien avant. C'est tout l'entraînement qu'on peut donner avant, c'est l'engagement, c'est les risques qu'il faut prendre quand on est sur des plus gros bateaux, sur des choix de technologie qui se font très en amont. Et c'est ça qui me passionne quasiment autant que la course en elle-même. C'est comment arriver le jour J prêt, avec une capacité de pouvoir être performant. C'est vrai que j'ai la chance, en tout cas depuis le début de ma carrière, de quasiment pouvoir m'aligner sur toutes les courses que je fais avec une capacité de gagner. Et ça, c'est quelque chose qui m'est cher. La compétition a une part très importante dans mon rêve. Et au fur et à mesure, j'ai aussi appris à aimer la mer, à aimer cet élément, à le comprendre, à le respecter. Et maintenant, je partage un peu, on va dire, ma passion entre clairement cette idée de performance. Je suis un sportif, moi ce que j'aime c'est gagner. Mais aussi à réussir à prendre un minimum de temps pour profiter, contempler dans les endroits dans lesquels on passe sont assez incroyables. Et donc voilà, de voyager à travers ces compétitions. Mais parlons un peu justement de technique, parce que j'ai appris, j'ignorais que pour la Transat Jacques Vabre, et c'est peut-être le cas pour d'autres courses d'ailleurs, il y avait des parcours différents selon le type de bateau. Alors ça c'est tout nouveau, sur cette Jacques Vabre de 2021, l'organisateur a voulu qu'on ait tous le même départ. Et évidemment, il y a des différences de bateaux, il y a les ultimes, les IMOCA, les Ocean 50 et les classes 40, mais qu'on essaie d'arriver plus ou moins tous ensemble. Alors, pour ça, ils ont dit, on va prendre les bateaux les plus lents et on va leur faire la route la plus directe possible. Les bateaux un peu plus rapides, on va les détourner. Et les bateaux super rapides, ils vont faire un très très gros détour. Alors, ça a plus ou moins bien marché, ça a plutôt bien marché pour les multicoques, donc pour les Ocean 50, qui sont la catégorie dans laquelle on était représenté avec Primonial. Et les ultimes qui sont aujourd'hui vraiment les bêtes de course, de la course au large, les énormes bateaux de 32 mètres. Et ça a même très très bien marché parce que ces parcours qui étaient différents ont même fait en sorte que Primonial arrive en tête de tous les bateaux en Martinique. Donc malgré le chemin détourné, c'est ça. Alors ce n'est en rien un fait sportif, c'est-à-dire qu'on n'a pas été meilleur que les ultimes. Par contre, les parcours ont fait que nous sommes arrivés avant. Et ça fait toujours plaisir d'être le premier à toucher terre. La ligne d'arrivée, ouais, effectivement. Et alors j'ai vu que si on entre encore plus dans le détail des contraintes un peu pour la construction des bateaux, qu'est-ce que j'ai lu, qu'il y a certains matériaux qu'on n'a pas le droit d'utiliser sur certains bateaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, Alors en fait, quand on fait de la course à la voile, donc en Ocean 50, quand vous décidez de vous engager dans cette classe-là, eh bien, vous avez un règlement technique qui est assez épais, qui dit ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire sur son bateau. Pourquoi est-ce qu'il y a des contraintes qui existent comme ça ? Essentiellement pour réguler les budgets. On est sur un sport technologique. Si le règlement était quasiment sans interdiction, ça coûterait extrêmement cher. Et donc, comme on a une notion économique dans notre sport, il faut qu'on trouve des partenaires pour avoir la chance de participer à nos courses. Eh bien, il faut qu'on reste accessible et attractif pour des sponsors. Et donc, le meilleur moyen de rester, en tout cas de s'assurer de cette attractivité, eh bien, c'est le règlement technique qui le décide. Et dans la classe Ocean 50, notre règlement est très strict. Il est même, très poussé vers cette dimension, on ne fait pas ce qu'on veut, et on se doit, moi je suis juste de passage dans la classe Ocean 50, même si je vais y rester quelques années. Des gens l'ont conçu bien avant moi et d'autres personnes vont l'exploiter bien après moi, et nous, on se doit, alors en tant qu'adhérent de cette classe Ocean 50 qui est réglée comme en association, et donc aujourd'hui c'est nous qui votons ces règles, nous skippers, on n'est pas beaucoup, on est 7-8, donc par contre on sait qu'on a le devoir de faire perdurer cette stratégie et de rendre la classe aux plus jeunes qui sont déjà d'ailleurs en train de pousser à la porte, eh bien de ne pas dérégler ce système. Donc on fait nous-mêmes, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues entre guillemets, mais c'est la seule solution, en tout cas c'est la meilleure solution que l'on a trouvée pour que cette classe reste accessible. Et donc, comment est-ce qu'on la rend accessible ? Eh bien, en bloquant potentiellement un certain nombre de matériaux. Par exemple, chez nous, on n'a pas le droit au titane. Le titane, c'est un métal qui coûte super cher. L'inox, au final, ça marche très bien. Alors, on a des caractéristiques techniques un tout petit peu moins bonnes,
mais par contre, le gain est bien plus important que ce qu'on pourrait gagner en perf. Et voilà, et le carbone, nos coques de bateau ne sont pas faites en carbone, elles sont faites en fibre de verre. Par contre, les parties qui sont très sollicitées du bateau, elles sont en carbone, mais pas tout. Voilà, on a un certain nombre on a une bonne 50aine de pages de restrictions comme ça, et comme on cherche quand même toujours les petites bêtes, on a beaucoup de pages parce qu'on va dans les détails pour être certain qu'on ne contourne pas trop la règle. Alors je te disais avant de commencer qu'en général je reçois des artistes pour parler de leur métier, et tu m'as répondu que tu te considérais plutôt comme un artiste, plus que comme un technicien. Je crois que c'est ça que tu es. Ouais, comme un ingénieur. Comme un ingénieur. Est-ce que tu peux développer ça Bien sûr, moi je suis quelqu'un qui marche au feeling. Dans notre métier, on le voit, il y a beaucoup maintenant de skippers qui sortent d'écoles d'ingé. Moi, comme je te l'ai dit, je suis plutôt d'une école de commerce et puis pas une très réputée. Donc je suis quelqu'un qui marche à l'instinct. Moi, j'ai besoin de sentir les choses. Et c'est encore pareil sur mon bateau aujourd'hui. Aujourd'hui, les chiffres qu'on peut utiliser, on va peut-être en discuter, mais les bateaux sont très technologiques. On a énormément de données qu'on traite pour faire avancer nos bateaux. En fait, ils me permettent aujourd'hui juste de me rassurer dans mon feeling. Mais je lève les yeux, je regarde les nuages, je regarde le vent, plus que rester les yeux totalement rivés sur l'ordinateur du bord qui, lui, me donne des chiffres très précis de l'avancement, de la météo. Et tous les chemins mènent à Rome. Et dans la voile, on a plusieurs profils. Alors, on arrive tous à la même chose, qui est l'arrivée de la course. Et on utilise ces qualités différemment. Moi, j'ai vraiment développé ma partie, cette partie feeling qui ressemble un peu plus à un artiste. Alors, ça a des avantages des fois, des inconvénients d'autres fois. Mais la moyenne est pas mal. En fait, c'est un petit peu vraiment comme le travail artistique finalement, parce qu'il y a une part d'instinct et une part de technique. Et la technique est au service normalement de l'instinct et pas l'inverse, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu fais. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense qu'il faut faire attention. Enfin, au final, la nature, la vie nous le rappelle. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra digital, mais on se rend compte que, au final, l'humain garde une place extrêmement importante et on n'est pas prêt de nous remplacer. Donc c'est aujourd'hui, et je crois que ce qui se passe aussi en termes de technologie au quotidien, on se rend compte que l'électronique, le digital, la technologie en fait est juste au service de l'homme plus que pour essayer de le remplacer. Alors pour les enfants et adolescents qui nous regardent, est-ce que tu pourrais décrire ce que serait un premier cours de navigation, une première leçon? Imaginons que l'un d'entre eux a envie, n'a jamais fait de voile de sa vie, jamais même monté sur un bateau, ça peut arriver à Paris, et envie de s'y mettre. À quoi ressemblerait un premier après-midi Une première après-midi de voile, si j'étais un instructeur pour faire ce premier cours, je crois que j'essaierais de leur expliquer le vent. Le vent, c'est ce qui fait avancer un bateau à voile. Et donc, pour que le bateau avance, il faut comprendre d'où il vient, il faut comprendre comment il évolue et comment est-ce qu'on retransmet la force du vent qui arrive dans les voiles dans le bateau. Donc pour ça, on a deux choses qui sont super importantes. C'est le gouvernail qui nous permet de diriger le bateau et au final de donner un angle au vent au bateau, en sachant qu'un bateau à voile ne peut pas aller face au vent. Donc on apprendrait d'abord ce qu'est qu'un bord de près, donc le fait de remonter au vent. Ces fameux virements qui permettent de passer d'un bord sur l'autre pour remonter vers le lit du vent. Et puis ensuite, le fait que tirer sur les écoutes, qui sont ces ficelles qui permettent de transmettre la force du vent dans les voiles au bateau, eh bien, il y a différents réglages entre le moment où le vent arrive par derrière et où on lâche complètement la voile, et au contraire, au moment où on est face au vent et on tire à fond sur les écoutes pour que le bateau avance. Et puis ensuite, on viendrait toute une pédagogie autour de l'équilibre. Et rapidement, et ça je pense qu'on l'apprend sur le tas, c'est aussi cette notion d'apprentissage de ce qu'est le vent et la mer, en sachant qu'on est bien évidemment tout petit par rapport à elle et qu'il faut l'écouter, la regarder et surtout pas essayer de la confronter. On est plutôt dans un accompagnement. Ceux qui essaient de se confronter aux océans et à la mer en général perdent. Oui, c'est qu'il y a toujours un danger, il ne faut jamais perdre ça de vue. Il y a un danger, mais ce dont il faut être totalement certain, c'est que la nature est plus forte que nous et qu'on compose avec elle. Et quand elle décide de te stopper ou qu'elle décide que tu ne passerais pas, alors ne lutte pas. Et
Et ça, en mer, on le voit. On l'a vu sur notre Transat Jacques Vabre. On s'est sorti à un moment d'un endroit en faisant demi-tour parce que devant, c'était bouché. La nature a dit stop. Alors, on a trouvé un autre endroit pour passer. Mais voilà, comme on ne va pas aller dans des tempêtes, comme on ne va pas amener des bateaux dans des énormes vagues, en mer, le chemin le plus court n'est jamais le plus rapide. Donc, il y a toujours des passages. Il faut juste les trouver. Ça t'arrive de sortir en laser encore ou dans un petit dériveur Ouais, ça m'arrive. Alors plus, moi je suis hyper multicoque en fait. J'adore les catamarans, j'adore le multi. Pourquoi ? Parce que c'est des bateaux qui vont super vite. Ça donne une adrénaline de dingue. Et quand vous avez goûté à ça, c'est hyper dur de revenir en arrière sur des bateaux moins rapides. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon Ocean 50 Primonial, donc mon bateau qui fait 15 mètres sur 15. Et j'ai aussi un petit catamaran volant qui s'appelle le Flying Phantom, avec lequel je m'éclate pas mal dans la baie de la Baule. Alors malheureusement, je ne peux pas en faire beaucoup, parce que le gros bateau me prend beaucoup de temps. Mais quand j'ai l'opportunité d'aller en faire, c'est top. Et je me suis aussi mis tout dernièrement à la Wing, cette petite planche à foil qui vole avec l'aile de Batman. Ça, c'est incroyable. Vous avez l'impression d'être sur un tapis volant. Je revis mon enfance quand je regardais Aladdin. Je suis devenu Aladdin. Est-ce que tu peux parler aux enfants là, et aux adolescents qui nous regardent du concept de bateau volant ? Parce que c'est... Alors depuis quelques années est arrivé dans le maritime les bateaux volants. Ce sont des bateaux qui sont dotés de foils. Les foils, c'est un peu comme une aile d'avion, sauf que l'avion, lui, il fonctionne dans un fluide qui est l'air, et les foils fonctionnent dans un fluide qui est l'eau. C'est-à-dire qu'il faut, par contre, toujours que le foil soit en contact de l'eau, sinon c'est le crash. Ça arrive. Et avec l'avancement du bateau, ce foil, grâce à sa forme dissymétrique, permet de créer de la sustentation. Donc le fait que cette pièce en carbone permet de faire voler entièrement le bateau au-dessus de l'eau. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de frottement entre la coque et l'eau, et donc il y a des gains de vitesse assez incroyables. Certaines allures, c'est 20, 30, 40% plus rapide ce qu'on appelle un bateau archimédien, donc qui flotte. Et là, c'est toute taille de bateaux qui peuvent utiliser ce système Toute taille de bateaux peuvent les utiliser. Il y a juste un rapport à garder entre le poids et la forme du foil. On aurait du mal à faire voler une enclume. Donc c'est pour ça aussi qu'on est toujours à la recherche en technique de bateaux légers, de jamais les alourdir. C'est pour ça qu'on coupe en deux les brosses à dents au départ des transats. Non, je rigole. D'accord. Tu préfères le moment du départ ou le moment du retour ? Clairement le moment du retour. Le moment du départ, c'est un moment dur. C'est le moment où vous quittez vos proches, où vous quittez tous les gens qui vous ont permis d'être là. C'est un moment stressant parce que vous partez au mois de novembre, traverser l'Atlantique. C'est le meilleur moment pour être au milieu de l'Atlantique, mais c'est quand même le moins bon moment pour partir des côtes européennes. On sait que c'est le début des gros trains dépressionnaires. Alors sur cette Jacques Vabre, on a eu de la chance, on les a toutes évitées. On a eu moins de chance sur d'autres transats. Donc vous partez un peu le ventre serré. C'est des moments qui sont forts en émotion. C'est ce qui aussi pour tout le monde qui consacre des mois, voire des années de travail. Et là, on arrive, voilà, c'est le contrôle, quoi. On a étudié pendant quelques années, et là c'est l'examen. Sortez vos copies. Exactement, et tu te dis, j'ai vraiment pas envie de me vautrer, quoi. J'ai travaillé dur, des gens m'ont fait confiance. J'ai été absent de ma famille pendant des mois et des mois, parce que la vie de marin, c'est aussi être beaucoup absent. Et tu te dis, voilà, pour tout le monde, j'ai pas le droit de me vautrer. Et donc, il y a un peu de stress, un peu d'appréhension, parce que tu sais que voilà, c'est pas anodin non plus d'aller traverser l'Atlantique. Mais bon, tout ça se délie quand même assez rapidement. On rentre dans sa course, la concentration prend le dessus. Et puis ensuite, la niaque fait que, de toute façon, vous êtes focus sur l'objectif. Et voilà. Et l'arrivée, du coup, comme on l'a vécu il y a quelques jours en Martinique, c'est l'explosion de saveurs. Cette victoire, elle consacre tout. Elle consacre les gens qui nous ont évidemment aidés. Elle consacre l'engagement qu'on a mis sur l'eau. Une équipe qui est restée, en plus pour la nôtre, soudée. On est passé par des moments un peu compliqués cette saison. On a eu des petits problèmes matériels. On aurait pu mettre les deux genoux à terre. Et au contraire, j'ai la chance d'avoir vraiment une équipe incroyable. Et on a relevé ce défi. On a cassé notre mât au mois de mai, ce qui est vraiment pas anodin sur cette taille de bateau. Et
Et en quelques mois, on a réussi à digérer notre casse, à passer à autre chose, à retrouver les réglages du bateau et de gagner cette transat. Donc ça a été un très beau moment humain avec l'équipe. Ça t'est déjà arrivé d'être en très 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 mauvaise posture, je sais pas, essuyer du gros temps, être en fuite Ça oui, ça m'est arrivé. Ouais. Je pense que le pire qui me soit arrivé, c'est que j'ai goûté au fait de tomber à l'eau en solitaire en pleine nuit. Donc Charmant. C'était à quelle occasion? C'était ma première course. J'étais jeune, insouciant. Je passe une ligne d'arrivée qui était un peu au large. Et là, je me suis dit, la course est finie, il n'y a plus de danger. C'est fini. Et j'étais droit comme un i à 4h30 du mat dans une petite tempête. Et là, une vague a balayé le bateau et m'a balayé avec. Et là, vous voyez votre bateau sous pilote automatique, donc qui s'en va. Et moi qui reste là. Bon, je suis resté 1h30 dans l'eau et on m'a récupéré un plutôt mal au poing. Mais en plus, si je suis là avec vous, c'est que ça s'est bien passé. Ouais, mais en plus, tu avais passé la ligne d'arrivée, c'est ça qui J'avais passé la ligne d'arrivée. Mais là, il y avait trop de mer, donc l'organisation ne pouvait pas venir à notre rencontre, donc il fallait qu'on se débrouille tout seul. D'accord. Et je suis content que ça me soit arrivé au final, au tout début de ma carrière, parce que ça m'a totalement permis de comprendre les enjeux de sécurité. Et la course est une chose, et c'est pas parce qu'elle est finie qu'on n'est plus en mer. Donc voilà, maintenant je fais attention. Alors le prochain projet, c'est le prochain projet, c'est pas des moindres. Donc on a fait la Jacques Vabre. On était en double du Havre à la Martinique. Et dans 10 mois, le 6 novembre, on pourra prendre le départ de la route du Rhum. Cette fois, ce sera en solitaire, sur le même bateau, de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Et c'est un rêve pour moi. J'ai la chance de pouvoir m'aligner sur cette transat juste mythique. J'espère qu'elle se passera aussi bien que la Jacques Vabre. En tout cas, je voudrais te remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi. Voilà, je voulais juste rappeler très brièvement ce que nous faisons à l'association Celui qui souffle à l'hôpital Necker. C'est nous mobilisons le monde artistique auprès des enfants malades et des adolescents malades. Voilà, donc toutes les semaines, je reçois un ou une artiste pour parler du métier. Et comme tu nous as dit que tu en étais un, ça tombe très bien. Donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis merci à toi, Sébastien. Merci, à bientôt.